Mesdames, Messieurs, la Gruyère est une terre de tradition. Voilà une phrase que l'on entend souvent. Mais que signifie-t-elle réellement aujourd'hui, à l'heure où les distances semblent s'être réduites grâce aux technologies, à l'heure où on peut interagir avec la terre entière grâce aux réseaux sociaux, les traditions sont-elles toujours d'actualité ? Chers amis, cher public, je m'appelle Anne Philippona, je suis historienne et enseignante et depuis de nombreuses années, je travaille sur les traditions, sur leur histoire, mais aussi sur les mécanismes qui poussent une société à les accueillir, à les valoriser, peut-être à les réinterpréter ou même à les instrumentaliser. Enfant, je me rappelle que ma grand-mère me disait que les traditions étaient le reflet du passé. En les étudiant, je me suis bien rendu compte que ce n'était pas aussi simple que ça et qu'elles avaient de tout temps évolué. Alors, pour vous présenter ces traditions aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la notion de patrimoine immatériel. Ce patrimoine immatériel a été lancé par l'UNESCO. Vous connaissez sans aucun doute le patrimoine mondial de l'UNESCO qui recense, inventorie pour les protéger les sites remarquables de notre planète. Les spécialistes en patrimoine se sont dit qu'on passait à côté de toute une série importante aussi du patrimoine, qu'ils ont appelé patrimoine immatériel, qui est beaucoup plus difficile à saisir, à expliquer, à en donner la définition. Et pour cela, ils proposent 5 catégories. Et à ces 5 catégories qui aident à les comprendre, j'ai ajouté 5 traditions bien de chez nous, des traditions fribourgeoises qui vont avec chacune d'entre elles. Il faut dire qu'en Suisse, on a gardé le terme de tradition vivante. Ce terme semble un petit peu paradoxal. Vous savez, on dirait une sorte d'oxymore, cette figure de style qui associe 2 idées un peu différentes ou qui normalement n'iraient pas ensemble. Et pourtant, tradition vivante révèle une vérité fondamentale. Pour exister, ces traditions doivent évoluer, doivent être vivantes. Et donc ce soir, je voudrais bouleverser cette idée trop souvent répandue, comme quoi les traditions auraient été écrites et créées une fois pour toutes, qu'elles sont figées, un peu ancrées dans l'éternité et qu'elles n'évoluent pas. Pour vous montrer cela, je vous propose 3 exemples bien de chez nous, avec des mots en patois d'ailleurs. Le premier, c'est le dzakillon. Le dzakillon, c'est le costume régional. Et j'aimerais vous en parler pour vous montrer que les traditions sont un jour créées. Là aussi, je voudrais évoquer ma grand-maman. Elle me disait « Ah mais Anne, le dzakillon, c'est le costume des faneuses ». Et moi, je trouvais déjà un peu spécial d'avoir un costume spécialement pour aller travailler dans les champs. En plus, comme il est très codifié, il se porte avec des bas blancs et des petits souliers vernis. Pas très pratique pour travailler dans les champs ou pour faner. Et donc, en faisant des recherches il y a quelques années pour un article des Cahiers du musée gruyérien, j'ai retrouvé la trace de la création du dzakillon. On était à la Fédération des costumes et coutumes de la Gruyère et il y a une commission à la fin des années 1920 qui est chargée de créer un costume pour les femmes de la Gruyère. Alors certes, ces personnes sont allées au musée gruyérien rechercher d'anciennes gravures où l'on voyait comment on s'habillait autrefois. Mais ce dzakillon, il est entièrement dessiné à ce moment-là. Et d'ailleurs, de le savoir n'empêche pas d'avoir plaisir à le porter ou de trouver ou d'aimer, d'apprécier les couleurs chatoyantes du tablier. Ma deuxième tradition, c'est pour vous montrer comment une tradition peut absolument changer de sens, changer d'origine, changer de sens, changer d'idée et changer de pratique, sans pour autant qu'on abandonne cette tradition. Et pour cela, c'est une tradition bien connue chez nous, c'est la tradition de la bénichon. La bénichon, c'est une fête ancienne. Elle se fêtait déjà au XVe siècle. On en a les traces les plus anciennes retrouvées dans les archives. C'était à ce moment-là une fête religieuse. Bénichon vient de bénédiction et c'était alors l'anniversaire de la bénédiction de l'Église. Elle se fêtait donc dans chaque paroisse à une date différente. Et en fait, comme elle se fêtait alors le dimanche, le lundi, le mardi, parfois le mercredi, et que certains fribourgeois avaient pris l'habitude d'aller d'une paroisse à l'autre pour fêter la bénichon, eh bien les autorités trouvent que les fribourgeois fêtent trop. Alors ils décident de séparer la fête religieuse de la fête profane et de la fixer en septembre et en octobre, suivant les régions.
Et alors, cette fête va changer aussi de rituel. Elle va se passer en 2 temps. Le premier temps, c'est la fête villageoise, communautaire. Autrefois, on montait le pont de danse devant l'auberge du village et toute la jeunesse, et les moins jeunes aussi d'ailleurs, se réunissaient pour aller danser. Aujourd'hui, on va peut-être au Carrousel, à Bulle ou dans d'autres gros villages. En Gruyère, on se précipite souvent plutôt aux courses de charrettes de Charmey, qui est un peu un moment incontournable. Il y a aussi d'autres traditions qui se sont mises en place. Il y a par exemple le cortège de la Bénichon à Châtel-Saint-Denis ou le marché de la Bénichon à Écuviance. Donc, les pratiques ont évolué. La deuxième partie de la fête, c'est la partie qui est familiale et elle se caractérise surtout par un grand repas. Autrefois, on réunissait la famille élargie dans la ferme familiale autour de ce repas assez gargantuesque. Je vous ai mis ici l'exemple de tante Marthe Combat, qui tenait une auberge au Cian d'Albeuve et qui en quelque sorte codifiait ce menu. Aujourd'hui, c'est un menu qui est un peu important avec tous ces plats de viande. Alors, on en a souvent des versions un peu allégées. Le jambon, c'est généralement la star du menu de Bénichon. On fera peut-être du ragoût, du gigot. Souvent, on n'oubliera pas la crème et les meringues. Et puis, certains, peut-être, se contenteront à déjeuner d'un morceau de cuchot, notre brioche safranée sur laquelle on étale la moutarde de Bénichon, cette moutarde aigre-douce au goût si particulier. Donc, mesdames, messieurs, vous voyez, la Bénichon, elle a changé, son origine, son sens a changé, elle se fête toujours et c'est toujours un moment important pour les gruyériennes et les gruyériens. Mon troisième exemple, ce sont les barlatés. Et là, j'aimerais vous montrer comment une tradition peut être revalorisée. Et pour cela, je vais vous parler d'une petite expérience personnelle parce que cet été, je suis allée barlater. Alors, pour vous en donner quelques explications, d'abord, les barlatés, c'est le nom des muletiers qui autrefois descendaient le fromage des alpages vers les saloirs ou les caves de la plaine. C'est donc un personnage qui fait partie entièrement de l'économie alpestre, de cette économie fromagère si importante autrefois dans notre région. Ces barlatés ont failli disparaître. Dans les années 1950 et surtout 1960, on s'est mis à moderniser les accès vers les chalets d'alpage. Le but était de revaloriser et de relancer la fabrication du fromage d'alpage qui avait pratiquement disparu. Et ceci a fonctionné. Le fromage d'alpage est toujours fabriqué dans les chalets de nos régions. Mais par contre, cette modernisation des accès a fait quasiment disparaître les barlatés. Quasiment parce qu'il y a quelques chalets pour lesquels c'était encore important, en particulier pour celui-ci, le chalet des Mortais, dans la réserve du Vanille Noir, propriété de ProNatura. Là, il n'y a pas d'accès routier et l'on fabrique toujours du fromage et donc les barlatés ont toujours un rôle. Et il y a quelques années, il y a un homme, Jean-Claude Pesse, qui avait barlaté pendant 3 étés et qui s'est dit, mais pour garder et pérenniser cette tradition, il a créé avec d'autres passionnés une association qui s'appelle Transhumance et Traditions. Et ce que je trouve vraiment magnifique, c'est qu'ils font ce travail pour descendre les fromages d'alpage, mais ils mettent aussi les mulets à disposition des paysans ou des clubs alpins qui trouvent ici une alternative écologique bienvenue. Et donc, cet été, ils m'ont invité avec eux à aller barlater. J'étais très enthousiaste, peut-être un peu nerveuse. Il faut bien dire que le mulet n'en faisait qu'à sa tête. Voilà. Mais la journée était belle et c'était vraiment une expérience de l'intérieur. J'étais vraiment très intéressée. En montant vers le chalet des Mortais, nous avons croisé d'autres muletiers, d'autres barlatés qui descendaient de l'association, qui descendaient les meules de fromage. Et lorsque nous sommes arrivés au chalet des Mortais, eh bien, mesdames, messieurs, il n'y avait plus de fromage pour nous. Alors, on est allé à la cabane du club alpin des Marins, toute proche, et nous avons descendu les poubelles. Alors, je dois bien dire que c'était un petit peu moins romantique, c'était un peu moins joli pour la photo. Et je pense que si on m'avait dit « Anne, tu pourrais venir nous aider à descendre les poubelles des Marindes ?»
Je ne suis pas sûre que j'aurais accepté avec autant d'enthousiasme. Mais en fait, ça n'avait plus tellement d'importance. D'abord, la journée était magnifique, l'expérience avec les mulets était un peu magique, les hommes et les femmes que j'ai rencontrés ce jour-là étaient toutes de belles personnes, et finalement, d'avoir transporté les poubelles montrait aussi l'importance de cette tradition revalorisée dans un contexte de développement durable, d'écologie, qui prend tout son sens aussi quand on descend les poubelles. Donc, mesdames, messieurs, pour terminer, je voudrais mettre en évidence quelques-unes de ces traditions et quelques-uns de ces aspects que j'ai voulu vous montrer au travers du Dzakillon, des Barlatais, de la Bénichon. Premièrement, ces traditions sont en lien entre le passé et le présent. Elles nous aident à comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Deuxièmement, elles sont en lien entre l'individu et son environnement, tout en offrant des espaces de partage. Troisièmement, ces traditions évoluent car l'essence même de la tradition ne réside pas dans une pratique qui serait figée, mais bien dans les valeurs qu'elles transmettent. Et finalement, et je trouve que c'est important, ces traditions appartiennent à tout le monde. Et si on a créé des listes à l'UNESCO, à la Confédération, dans le canton de Fribourg, pour mettre en évidence ces traditions vivantes, c'est aussi pour que chacun puisse s'approprier de ces traditions. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à vous plonger dans vos traditions, à vous poser la question d'où elles viennent, à connaître peut-être un peu mieux leur histoire et surtout à continuer à les transmettre à vos enfants, à vos connaissances, à vos amis, pour qu'elles restent des traditions vivantes. Merci.